Salut les gens. À la base, ma nouvelle vidéo portait sur des personnages. Mais l'un des personnages que je présentais a eu récemment son propre film. Et je m'étais dit qu'avant de faire la vidéo, il fallait que je le voie ce film. Malheureusement, avec la situation sanitaire actuelle, ce n'est pas possible. Donc je me suis permis de faire la vidéo suivante, en espérant qu'elle vous plaira tout autant. En attendant la prochaine. Voilà, bon visionnage à tous. Debout, voyageurs du temps, vous êtes pas là pour dormir, vous êtes à l'armée ici. Allez, échauffement, 50 pompes pour démarrer, 10 km de course dans la forêt et au pas de gymnastique. Ah, vous ne venez pas pour vous engager pour rejoindre le corps d'élite de protection des voyageurs du temps? Bon, eh bien, que puis-je pour vous? Vous voulez savoir qui étaient les plus grands guerriers de l'histoire? Eh bien, bonne question. Aujourd'hui, si la plupart des pays ont une armée professionnelle de métier, une armée de l'air et certainement une marine, les premières civilisations n'avaient pas vraiment d'armée professionnelle, ou très peu. La plupart du temps, les soldats étaient de simples citoyens qui étaient juste appelés sous le drapeau pour défendre les terres. Et c'était aussi bien le paysan dans son champ que l'artisan dans son établissement. Une fois la guerre terminée, les populations retournaient auprès de leurs familles et reprenaient leur activité tranquillou. Mais certains peuples ou corps de guerriers ont fait de la guerre une préoccupation centrale, voire vitale. Et pour revenir à votre question, il n'y a pas vraiment de plus grands guerriers au monde. Chaque armée de civilisation se sont vues avoir leurs points forts, leurs tactiques, leurs faiblesses, toujours accompagnés de leur lot de victoires et de défaites. Mais je peux vous faire une jolie petite liste des peuples guerriers qui ont inspiré le respect, la peur et la haine sur le champ de bataille. Prenez siège, voyageurs, et accrochez-vous. On va côtoyer de la sueur, le sang, les larmes. Summo imperio perit, et ego etiam oslandum gero. Il était impossible de faire cette vidéo sans parler des guerriers de l'Antiquité les plus connus. Les Spartiates sont sûrement l'un des exemples de guerriers les plus inspirants au monde, même encore aujourd'hui. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Sparte est une cité-État qui se situe dans le Péloponnèse en Grèce. La guerre et l'armée sont au cœur de la préoccupation des Spartiates. La ville est en fait réputée dans l'Antiquité pour avoir formé les hommes et les femmes les plus courageux et vaillants de l'époque. Plutarque, un philosophe grec, disait que seuls les hoplites spartiates pouvaient frapper de peur et d'effroi leur ennemi, qui même à force égale ne se croyaient pas capables de rivaliser avec leur armée. C'est vous dire le prestige. Les Spartiates sont souvent connus pour leur sacrifice aux Thermopyles contre l'armée perse en 480 avant Jésus-Christ. Mais il y a d'autres victoires à leur tableau, comme la guerre du Péloponnèse où Sparte et ses alliés réussissent à faire dissoudre la Ligue d'Élos d'Athènes et ses alliés, ou la fameuse guerre de Troie aux environs de -1250 avant Jésus-Christ. Dès l'âge de 7 ans, les jeunes hommes spartiates devaient se préparer à l'agogie, c'est-à-dire la rude éducation militaire et entraînement physique de haut niveau afin de se former en tant que soldats de Sparte dans les baraquements spéciaux. On leur apprenait tout ce qu'ils devaient savoir pour survivre, dont le vol d'aliments dans la cité pour se nourrir. Maniement d'armes, endurance, combat à main nue, manœuvre, résistance à la douleur, discipline, un véritable programme militaire pour former l'élite de la Grèce. Et il n'en est pas moins pour les jeunes filles, puisqu'elles étaient éduquées aussi au concept de la guerre pour en faire des mères guerrières. Éducation physique, préparation à faire des nouveau-nés des guerriers, ou maniement d'armes pour la défense de son foyer. Ce n'est qu'à l'âge de 33 ans que les soldats avaient le droit de se marier et fonder une famille, mais restaient disponibles à la guerre jusqu'à 60 ans. Et comme j'aime casser les mythes, les hommes enfermés, coupés du monde dans un baraquement toute l'année, ça va pas trop brouter le gazon, hein, si vous voyez ce que je veux dire. La plupart des soldats spartiates viraient de bord. Voilà. De plus, la formation spartiate ne s'arrêtait pas à la formation militaire, mais aussi au chant, à la danse et à l'art. Alors, toujours aussi viril les Spartiates? Oh, et pour la guerre de Troie, on n'est pas vraiment sûr qu'elle ait eu lieu. C'était juste la petite info. Aussi connus que les Spartiates, leur réputation les précède. Les samouraïs sont des membres d'une classe de guerrières d'élite à l'ère du Japon féodal. Samouraï signifie servir.
Le Japon féodal, entre le Xe et le XIIe siècle, est déchiré par les guerres de clans. Mais lorsque le premier shogunat est installé en 1192 par Minamoto no Yoritomo, j'ai galéré à le dire, pour grossièrement dit garder le contrôle du territoire. À partir de là, les samouraïs qui étaient déjà présents bien avant vont progressivement apparaître plus ou moins partout au Japon. Les samouraïs sont soit sous l'autorité d'un seigneur local, soit faisant partie d'un clan indépendant, soit étant des ronin, des soldats mercenaires et indépendants pour leur compte. Les samouraïs suivent le Bushido, un credo militaire qui signifie voie du guerrier. C'est un code d'honneur que les samouraïs suivent scrupuleusement à la lettre. On y retrouve des vertus comme la bienveillance, le courage, la sincérité et j'en passe, que l'on retrouve dans beaucoup d'arts martiaux aujourd'hui. Si l'honneur du samouraï était bafoué, la seule issue était le suicide, pendant un rituel public. Dès leur enfance, un peu pareil que les Spartiates, les jeunes hommes étaient vite mis dans le bain de la dure réalité de la guerre. Entraînement physique, prise de contrôle de soi, maniement des armes, surtout le célèbre katana, à cheval au tir à l'arc, le samouraï se perfectionnait dans de nombreuses disciplines, mais aussi sur les stratégies de la guerre et des tactiques militaires. C'est durant l'époque du Sengoku. Non, rien à voir. L'époque du Sengoku, c'est ce qu'on appelle l'époque des combattants entre le 15e et le 16e siècle. Et c'est durant cette époque que la moitié du Japon se bat pour le contrôle du shogun. La trahison de seigneurs de guerre et la construction d'édifices militaires sont monnaie courante pour asseoir son emprise sur un territoire. Et c'est dans ce grand chaos que les samouraïs connaissent leur apogée. Les samouraïs vont peu à peu disparaître entre le 19e siècle et le 20e siècle, avec la modernisation du Japon sous l'empereur Meiji, je sais pas du tout le prononcer, et l'arrivée beaucoup plus fréquente des occidentaux sur le territoire qui vont faire sortir le Japon de son côté isolationniste. Malgré tout, les samouraïs vont laisser un précieux héritage culturel, comme le Bushido, encore très respecté dans le Japon actuel, mais aussi les contes et légendes de samouraïs que l'on retrouve dans la plupart de nos mangas aujourd'hui. Les Huns sont un peuple de nomades venus des steppes d'Asie centrale, en Mongolie. Peuple de cavaliers, adeptes des batailles montées, c'est au IIIe siècle qu'ils commencent à migrer vers l'Europe, sûrement dû à la recherche de nouvelles terres et de conditions climatiques. Grâce à leur art militaire incroyablement féroce, les Huns vont vite commencer à créer l'Empire unique. Utilisant des archers et des lanciers montés, leur tactique va écraser leurs ennemis provoquant la migration des peuples vaincus chez leurs voisins. Même Constantinople, capitale de l'Empire romain d'Orient, va s'en mordre les doigts. C'est en 433, avec l'arrivée d'un chef cruel à la tête de l'Empire, que les Huns vont ravager l'Europe d'Occident. Attila le Hun. Attila commencera par saccager la Perse et la Russie, et se retournera vers l'Occident s'enfonçant de plus en plus dans les terres. Lorsqu'il arrivera en France, la majorité des villes du Nord subiront de lourds pillages. C'est un général romain, à la tête d'une armée gallo-romaine et wisigoth, qui va lui tenir tête dans l'une des batailles les plus tristement célèbres, dans l'actuel Châlons en Champagne, connu sous le nom de la bataille des champs cataloniques, où environ 100 000 hommes s'affrontent, source de l'époque non sûre et sûrement exagérée. Après cette lourde défaite que subit Attila, il jeta son dévolu sur un titan déjà bien affaibli, l'Empire romain d'Occident. Après quelques pillages des villes du Nord, Attila rencontra le pape Léon Ier, puis cessa ses raids sur l'Italie. Il mourra quelque temps plus tard, emportant avec lui l'Empire unique. Malgré leur petite taille, les Huns reposaient sur deux atouts au combat, leur effet de surprise rapide et brutal, et leur arc composite, un arc courbé plus puissant que ce que possédaient les hommes d'Occident. Entraînés dès leur plus jeune âge à monter les chevaux, au maniement de la lance et de l'arc, ils se focaliseront sur des guerres éclairs, donc la majorité de leur cavalerie seront de type légère, et non lourde comme les chevaliers par exemple. Le déclin de l'Empire unique sera brutal, et le début du Moyen-Âge sera profondément marqué par le passage de ces cavaliers particulièrement brutaux. Mais bientôt, quelques siècles plus tard, l'Europe devra faire face de nouveau à un nouvel ennemi venu des steppes d'Asie de Mongolie, plus puissant et beaucoup plus féroce. Ici, on ne parle ni d'un peuple de guerriers, ni de mercenaires, ni de nomades. Ici, on parle sûrement de ce que l'on peut appeler l'une des premières armées de métier au monde, qui ont inspiré beaucoup d'autres armées au plan international. Les janissaires représentent l'ordre de guerriers d'élite de l'armée ottomane du XVe siècle. Pour faire court, à la fin du Moyen-Âge, entre le XIIIe et le XVe siècle, un empire en actuelle Turquie commence à apparaître et se forger un nom, les Seljoukides. Mais face à la menace mongole, les Seljoukides sombrent et se relèveront sous le nom d'Ottomans,
en honneur à l'un des sultans nommés Osman, qui deviendront l'un des empires les plus influents de l'histoire jusqu'au XXe siècle. Lors des débuts de l'empire au XIVe siècle, les Ottomans manquaient encore d'une armée de masse et professionnelle, et l'on ne recrutait que les hommes de foi musulmans. Pour faire face à ce problème, les Ottomans mettent en place un impôt original qui consiste à enlever les enfants chrétiens de l'empire et former ce que l'on appelle les janissaires, qui signifie nouvelle milice. Les enfants enlevés sont convertis à la foi musulmane et sont formés à l'art de la guerre jusqu'à en faire des soldats d'élite. Leur entraînement est cadré et structuré. On les forme aux manœuvres militaires, au courage, à la discipline et au respect. On les forme aussi au maniement des armes, aux épées, aux arcs, à monter les chevaux, et comme nous sommes à la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, les armes à feu apparaissent, et les janissaires deviendront vite experts en la matière, même si pendant longtemps encore, les armes à feu seront limitées. Certains janissaires seront formés à devenir des spécialistes de corps de l'armée, comme les maîtres chiens, les éclaireurs ou escortes de convoi, un peu comme dans les armées d'aujourd'hui. La plus grande bataille qui a influencé les janissaires est la bataille de Constantinople menée par Mehmed II en 1453. Constantinople deviendra Istanbul et fera disparaître l'Empire romain d'Orient. Et c'est en ce même lieu que le corps des janissaires est aboli en 1829 par le sultan Mahmoud II lors d'une révolte où plus de 7000 janissaires ont été massacrés sur plus de 120 000 dans tout l'Empire. Les janissaires restent l'une des castes de guerriers les plus réputées au monde, même si cela restait contre leur volonté, rappelons-le. Est-ce que j'ai vraiment encore besoin de les présenter ? Sincèrement. Mais je vais le faire tout de même, ça ne fait jamais de mal de revoir certaines choses. En France, le système féodal bat son plein au Moyen-Âge. Le système féodal, comment ça marche ? Un seigneur, un duc, un comte, un baron ou autre fournit des terres, appelées fiefs, à des hommes, afin qu'ils prospèrent. En contrepartie, celui qui reçoit les terres devient un vassau du seigneur, et lui doit obéissance et respect. Il doit intervenir en cas de conflit, mais aussi fournir les ressources nécessaires et les hommes pour la guerre. Une partie des hommes fournis sont des chevaliers. Bon, on ne va pas se leurrer, la plupart des chevaliers sont des nobles ou des personnes qui ont des moyens de financer leur équipement. L'État ne fournit rien. Je vais vite faire l'impasse sur le côté majestueux du chevalier. La chevalerie apparaît plus ou moins aux alentours de l'an 1000. Les siècles suivants, les chevaliers vont devenir une unité d'élite équestre, et des codes d'honneur de la chevalerie au sein de divers ordres vont apparaître. Codes très bien connus comme sauver le pauvre, la vierge, l'orphelin, obéissance et fidélité au seigneur, courage et sang-froid, romantisme, blablabla, blablabla. Bref, les chevaliers, c'est presque les beaux gosses pour l'époque. Et avec beaucoup d'imagination, on imagine le titre ultime du chevalier, le paladin, chevalier solitaire en quête de gloire et d'altruisme. Alors laisse-moi te dire quelque chose, c'est bien beau les jeux vidéo et les films, mais en réalité, les chevaliers du monde réel, à cette époque, c'est surtout le fric qui l'intéresse. En capturant les chevaliers adverses pour son équipement, et la rançon qui est beaucoup plus intéressante que de tuer l'ennemi. Et de plus, les armées et les chevaliers qui vont faire la guerre n'ont pas forcément de ravitaillement. Donc, où est-ce qu'on va se servir ? Bah ouais, chez les paysans, les braves gens qui nourrissent le monde. Et pour cela, on pille ses propres terres. Alors le code d'honneur de la chevalerie, hein. Après, les chevaliers restent tout de même des guerriers féroces et professionnels, qui excellent sur le champ de bataille. Dès l'âge de 7 ans, les jeunes hommes commencent comme pages, puis écuyers auprès d'un autre chevalier ou seigneur, où ils apprennent à lire, écrire, compter, à entretenir les armes et l'équipement. On leur apprend à se battre et à avoir la foi en Dieu, tout ça sous la garde d'un parrain. Cela peut prendre des années, et c'est souvent dans l'âge de la vingtaine que les jeunes hommes, après le fameux adoubement, deviennent chevaliers. Rassurez-vous, tous les chevaliers ne se la jouent pas solo pour leur propre gloire. Des ordres de chevaliers vont apparaître et être plus disciplinés comme les chevaliers du Temple qui vont aider la récupération et la protection des terres saintes, l'ordre des chevaliers teutoniques qui influenceront l'Europe centrale et l'Allemagne actuelle, ou l'ordre des chevaliers de Malte. Bref, les chevaliers restent des guerriers professionnels et très connus dans le monde aujourd'hui. C'est plutôt envers ces ordres de chevaliers que la plupart des œuvres artistiques se basent pour faire du chevalier un guerrier redoutable, romantique et dévoué. Et voilà, voyageurs du temps. Alors oui, je vous vois déjà dire, bah, et les Vikings. Et voilà ce que j'ai à répondre avec l'appui de mon ami en fac d'histoire et passionné des hommes du Nord. Les Vikings restent avant tout des navigateurs, des explorateurs, des commerçants, des hommes de la mer, plus que des guerriers de base. Je ne remets pas en doute leur pillage et leur cruauté, mais je ne crois pas vraiment que la guerre était leur affaire principale. Bref,
J'aurais pu aussi parler d'autres guerriers, comme les légionnaires roumains, les condottieri, mercenaires italiens, les Zoulous et Maasai, peuple de guerriers d'Afrique, presque comparables aux Spartiates, les guerriers aigles et jaguars d'Amérique du Sud, ou les Maoriens du Pacifique. Mais je pense que cela peut faire l'objet d'autres épisodes. En attendant, chers voyageurs, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.